tekan hamrayitin Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. La pandémie de Covid-19 chamboule tout, l'économie, la politique, la culture, les sports. Les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse que Dakar doit abriter, ce n'est plus en 2022, ce sera plutôt pour 2024, report de 4 ans. Bonjour Matarba. Bonjour Babacar, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de votre grand groupe Futur Média, et c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le ministre des Sports et c'est le président Macky Sall qui a proposé ce report au Comité olympique international. Oui, vous savez, le monde a été surpris par cette pandémie qui a des conséquences énormes, surtout dans tous les secteurs. Et le sport n'a pas été épargné. C'est pourquoi quand on fait une analyse de la programmation de toutes les compétitions internationales, il y a eu un report, soit une annulation, soit en tout cas un décalage. Donc le Sénégal aussi n'a pas été épargné. Le président de la République, je rappelle qu'en 2018, quand il s'est déplacé après le travail qui a été effectué par le comité olympique et l'État du Sénégal pour la candidature du Sénégal pour l'organisation des Jeux olympiques de 2022, le président, en toute responsabilité, s'est déplacé pour aller rencontrer le comité international olympique. Ça a été extrêmement important, des moments d'échange qui nous ont montré effectivement tout le respect que le comité olympique a pour le pays et a pour son président de la République, le président Macky Sall. Et nous nous sommes engagés, le président a donné tous les moyens pour que le comité olympique fasse le travail nécessaire entre le Sénégal et le comité olympique. L'État du Sénégal, à travers le ministère des Sports, en toute synergie aussi, en parfaite intelligence, a accompagné le comité olympique. Et malheureusement, en 2020, il y a eu cette pandémie. Il fallait aussi, en toute responsabilité, reconsidérer la position du Sénégal, vu les conséquences économiques, vu aussi tout l'impact de cette pandémie, et puis l'impact ne peut pas encore être évalué parce que nous sommes toujours dans une période difficile, dans une période de pandémie. Donc le président Macky Sall, ayant d'excellentes relations avec Thomas Bach, le président du comité international olympique, a discuté avec lui pour voir comment reporter ces Jeux olympiques. Un report de 4 ans, c'est beaucoup pour certains. Vous savez, en de pareilles circonstances, Babacar, il pouvait y avoir d'annulation des Jeux olympiques. Mais on ne parle pas d'annulation, on parle de report. Un report qui est basé sur la raison, parce que ce n'est pas reporté pour reporter. C'est un report qui a été basé sur la raison, parce qu'en réalité, d'ici 2 ans, avec le chamboulement, même Tokyo, les Jeux olympiques de Tokyo, qui sont aussi des jeux beaucoup plus importants d'ailleurs, parce que c'est à un niveau supérieur, ont été décalés d'une année. Ce qui veut dire tout simplement que c'est avec raison que le chef de l'État a discuté avec Thomas Bach et ils ont compris qu'il fallait décaler. Malheureusement, pour peut-être une certaine les sportifs qui veulent vivre ces moments-là, 2024 c'était Paris. Et quand il y a 2024 Paris, le choix ne pouvait être que 2026, mais l'un dans l'autre, ça a été fait avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de C'est ce qui donne à l'État sénégalais largement assez de temps pour peut-être affiner les sites, les terminer, les achever. Mais bien évidemment, Babacar, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État du Sénégal aussi n'est pas que dans les Jeux olympiques. L'État du Sénégal a beaucoup de défis, surtout avec cette pandémie. Relancer l'économie. Il y a d'autres chantiers qui n'ont rien à voir, même dans le domaine du sport.
la gestion ou bien le fait de se battre, avoir un plan-programme qui permette de combler ce gap important en matière d'infrastructures sportives, ça c'est un programme de l'État du Sénégal qui va se poursuivre. En plus de cela, il y a les exigences des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc tout cela, avoir encore un peu plus de temps, vu qu'on a été surpris par cette pandémie, ne fera en tout cas que du bien. Est-ce que la pour crise, une bonne organisation de ces Jeux Olympiques. Est-ce que la crise sanitaire va plomber ces projets d'infrastructures sportives? Non, du tout, parce que quand le Sénégal se projette et relancer l'économie pour avoir aussi un autre taux de croissance, l'État du Sénégal pense évidemment à l'investissement. Et quand on parle d'investissement aussi, il y a le domaine du sport dans lequel le président de la République met beaucoup de milliards pour accompagner effectivement les sportifs sénégalais. L'incidence, ça peut être au niveau du timing, mais l'incidence ne peut pas arrêter effectivement ce talent pour effectivement accompagner les sportifs sénégalais. Mais justement, en perspective de ces Jeux, le président de la République avait procédé le 20 février dernier, juste avant le début de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal, à la pose de la première pierre du stade de Diamniadio, le stade du Sénégal. Chantier à l'arrêt? Non, ce n'est pas un chantier à l'arrêt. C'est un chantier qui a subi aussi le choc de cette pandémie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous l'avions organisé, on a accueilli le chef de l'État, les Sénégalais sont sortis, on l'a mis, parce qu'il fallait voir cette sympathie des sportifs pour le chef de l'État. On était à Diamniadio, ce n'était pas évident d'avoir autant de monde, surtout des jeunes enthousiastes. Voir un président de la République investir autant pour accompagner le sport sénégalais. Je pense que ça fait partie même de ce qui tire l'image du Sénégal. Ça a fait trop de bruit, trop de folklore pour la pose d'une première pierre. Non, il n'y a pas de folklore. Je pense que quand on a une manifestation qui intéresse les Sénégalais sont présents. Le standard aujourd'hui, c'est d'inaugurer, pas de poser les premières pierres. Mais nous ne sommes pas des champions en pose de première pierre. Tu le sais très bien, Babacar. Nous sommes des champions en inauguration. Ça, dans tous les secteurs, on peut mettre le doigt dessus. Dans le domaine du sport, vous savez ce qu'on a eu comme chantier, ce qu'on a eu fait comme réalisation, mais il n'y a pas de comparaison possible. Si on a le stade du Sénégal à côté et nous avons Dakar Arena à côté, tout Sénégalais qui passe, opposant ou apolitique, tout le monde devrait être fier de voir que le Sénégal est en train de devenir, quand on aura fini tous nos chantiers, un hub sur le plan sportif. Maintenant, il n'y a pas eu d'arrêt, parce que quand vous passez, vous voyez l'entreprise qui est en train de continuer à faire ses sondes et tout, le travail continue, mais quand des ingénieurs doivent venir et que l'espace aérien est fermé, forcément, il y aura de retard. C'est la même chose que Léopold Senghor, parce que c'est des ingénieurs chinois, c'est une entreprise chinoise qui doit venir pour réhabiliter et changer le visage de Léopold Senghor, en même temps que Elimane Fall, Lamine Gueye, Aline Sitoé Diatta et tout. Mais on est obligé de voir qu'il y a un retard de quelques mois, vu la propagation de ce virus-là. Quels sont alors les nouveaux délais pour le stade du Sénégal, le stade de Léopold Senghor et les autres stades qui doivent être réfectionnés? Les nouveaux délais. Le travail continue, je ne vais pas vous dire tout de suite, mais de toute façon, nous mettons la pression pour avancer vite. Puisque la pandémie ne dépend pas que de nous, il y a un combat qui est là, et il y a des relations internationales, il y a l'espace aérien qui est fermé, et nous progressons, nous acheminons vers la levée de ces suspensions. Si tout est réglé, la machine va redémarrer pour la réhabilitation ou bien le démarrage effectif de tous ces travaux. Et sur le plan purement sportif, les conséquences de ce report de ces JOJ, cette génération de jeunes athlètes sénégalais qui voient leur rêve de participer à ces Jeux, pour la plupart rêve brisé, puisqu'ils auront dépassé la tranche d'âge indiquée pour y participer. Vous aviez déjà lancé le programme Génération 2024. Qu'est-ce que cela va-t-il devenir? Mais vous savez, le seul problème qui nous interpelle nous tous, c'est avoir ce pincement au cœur de voir des jeunes qui rêvaient de participer à ces Jeux. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est une seule fois
qu'on a l'occasion dans sa carrière de participer à de tels jeux. Maintenant, s'il y a un report, forcément cette génération ne pourra pas le faire. Mais l'un dans l'autre, il faut comprendre que quand on est athlète, on a toujours l'occasion, si on est performant, de porter le maillot ou bien le dossard de son pays, parce que chaque athlète, quelle que soit la discipline choisie, rêve en tout cas d'être l'ambassadeur de son pays. Donc si ce n'est pas dans cette catégorie aussi, ils peuvent continuer le travail, et en catégorie supérieure, s'ils sont performants et ils décrochent des qualifications, ils peuvent continuer en tout cas à défendre l'image de leur pays. C'est ça ce qui peut déranger, mais je pense que ça soit Thomas Bach, que ça soit le président de la République, dans le communiqué, vous avez vu qu'ils pensent déjà à ces jeunes-là, qui resteront des Sénégalais assez déterminés pour se battre pour leur pays. Ça fait déjà un bon grenier. Un suivi ne serait peut-être le bienvenu. Mais ils seront suivis parce que le travail va continuer avec le comité olympique, les fédérations qui continueront aussi leur travail malgré le report. Ils seront beaucoup plus outillés pour pouvoir faire de la détection, mais aussi pour faire de l'encadrement, pour que ces jeunes-là puissent progresser dans leur discipline. La génération 2024, c'était ça aussi, mais dans une dynamique de formation, il n'y a pas de parenthèse perdue. Parce que quand on lance une formation, quel que soit le jour où on arrête la formation, il y a des acquis. Et quand il s'agit du sport et au niveau des fédérations, la formation ne s'arrête jamais, quel que soit le niveau qu'on peut avoir. L'impact de la crise sanitaire sur le football local. La fédération a décidé d'arrêter définitivement tous les championnats. Aucun titre de champion ne sera décerné cette saison. Teungueth FC et la Linguère de Saint-Louis, respectivement leaders de la Ligue 1 et de la Ligue 2, contestent. Quelle est votre position sur la question, vous, le ministre des Sports ? Vous comprendrez que je ne vais pas donner une position tranchée là-dessus. Parce qu'en tant que ministre des Sports, nous, on est garant des textes qui, en tout cas, les lois et règlements de ce pays, s'ils sont respectés, il n'y a pas de difficulté. Mais il faut savoir aussi que les fédérations, c'est des instances autonomes. Et c'est des acteurs régis, en tout cas, c'est une organisation qui est régie par des textes. Les textes permettent à tous ceux qui se sentent lésés de pouvoir en tout cas utiliser ces textes pour se faire justice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça va au-delà de ce pays, il y a d'autres instances qui peuvent trancher. Mais ce qui est important de dire, c'est que quelles que soient les divergences de points de vue, quelles que soient les positions, il faut que tout le monde garde la sérénité et qu'on ait en ligne de mire le développement de notre football, qui est déjà confronté à beaucoup de difficultés. C'est le football professionnel, que ce soit le football amateur, que ce soit tout. L'État est en train de se battre pour les accompagner. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, en tant que responsable, parce qu'on les connaît tous responsables, les présidents de clubs, que ce soit les membres du comité exécutif, que ce soit tous ceux qui sont dans le sport, c'est le ministre des Sports qui le dit, on a en face de très haute personnalité qui doit pouvoir transcender cette question-là, qui doit pouvoir dépasser ces difficultés-là et travailler pour le développement du sport. Alors, la pandémie qui a également poussé la Confédération africaine de football a reporté la prochaine CAN au Cameroun de 2021 à 2022, janvier 2022. On quitte donc la période juillet pour retourner en janvier. On retombe dans les mêmes travers de calendrier avec les clubs en Europe qui ont souvent protesté quand la CAN organisait la CAF organisait la CAN à cette période, le début d'année. En tout cas, moi, j'invite la CAF à agir et à prendre des décisions très fermes pour faire de la place au football africain. On ne peut pas dépendre des championnats européens. Donc, je pense que le président Ahmad et le comité exécutif de la CAF, c'est des présidents de fédération qui composent de hautes personnalités, on leur fait confiance, mais il faut qu'ils travaillent en tout cas à donner beaucoup plus de respect
au football africain et à faire de sorte que le rendez-vous africain aussi soit un rendez-vous extrêmement important, une opportunité pour les pépites. La carrière en club, ça fait partie du travail des footballeurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenir compte aussi, c'est en Europe que ça se passe, entre guillemets. Mais oui, c'est un moment. Ouais. Demain, peut-être ça va progresser, parce que les Africains ne baisseront pas les bras. Pour le moment, la lecture lucide, c'est ça. Mais il faudrait qu'au niveau de la CAF, qu'il y ait en tout cas les arguments nécessaires pour convaincre nos vis-à-vis d'Européens pour que le rendez-vous africain occupe sa place dans le football mondial. C'est sous ce angle-là que je vois les choses. Il faudrait en tout cas ne pas recevoir tout simplement des injonctions de la FIFA ou bien des organisations qui gèrent le football au niveau européen. Et je pense que c'est de la même manière si en Europe on programme, on doit penser à l'Afrique. Parce que vu la place de nos joueurs dans les différents championnats, je pense qu'on mérite respect, on mérite aussi considération. Vous voulez dire que les Européens observent une pause CAN ? Mais bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Quand il y a une CAN, il y a toujours des frustrations, des entraîneurs qui tirent sur l'Afrique, qui parlent de beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est à nous de montrer un autre visage, de travailler, en tout cas à nous faire respecter. La Confédération africaine de football, justement, son fonctionnement, beaucoup de critiques à l'endroit des actuels dirigeants africains. Que pensez-vous de la CAF et du management, de la présidence d'Ahmad Ahmad ? Vous savez, moi, je ne peux pas faire de jugement. On est représenté, c'est le président de la fédération, Augustin Senghor, qui est membre aussi du comité exécutif. Par respect à notre position, je ne peux pas dire parce que je ne le maîtrise pas en réalité. Je ne me suis pas penché pour... En tout cas, je lis certaines déclarations de la FIFA, certaines personnalités qui décrivent, qui parlent de tout cela. Mais je pense que c'est des critiques qui vont dans le sens de mieux gérer notre football. Il faut le voir comme cela et avancer et que toutes les synergies soient mises ensemble pour le développement du football africain. D'un bout à l'autre, nous parlons Navetan, votre première famille dans les sports d'ailleurs, puisque vous avez été un grand dirigeant de ces championnats populaires de football de quartier. Y aura-t-il Navetan cette année, année de crise du coronavirus? Vous savez, nous ne sommes pas des singletons, on est dans un système. Et je pense que les données épidémiologiques montrent effectivement qu'il faut agir avec prudence. Et ce qui me réjouit en tant que ministre des Sports, c'est la responsabilité des présidents de fédérations et groupements sportifs. Parce que depuis le début de la pandémie, ils ont été très très responsables en mettant au centre de leurs activités la santé des acteurs. J'ai écouté mon cher ami et frère El Hadji Amadou Kane, qui m'a remplacé à la tête de l'ONCAV, dire effectivement que nous sommes reconnus d'utilité publique, nous sommes une grande association, on ne peut pas fermer les yeux, on est dans un système et on verra si les conditions nous permettent d'organiser ces navettes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne pouvons pas agir seuls. Ce n'est pas le département du sport qui peut dire on commence. Il faut un protocole sanitaire qui est validé par les médecins, le ministère de la Santé. Il faut le ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire? Parce que si on se confère au protocole sanitaire de la CAF ou bien de la FIFA, le nombre de tests à effectuer et toutes ces choses-là, il est extrêmement difficile pour une organisation d'arriver à organiser correctement des manifestations. Donc, moi, je demande tout simplement aux Sénégalais, au-delà du monde sportif, de considérer que cette maladie est extrêmement grave. Aujourd'hui, on parle de plus de 160 morts. C'est extrêmement dangereux pour des pays développés. Et on ne parle même pas de nos pays ici en Afrique. Et on ne doit pas jouer avec. Le sport rime avec santé. Donc s'il y a quelque chose qui peut dégrader la santé de nos acteurs, on doit faire très attention et agir avec responsabilité. Donc il faut qu'on observe avec les experts, les médecins, tous ceux qui gèrent la crise. Dès qu'ils nous diront que le top départ est possible,
on fera ce qu'on peut parce qu'un ministre des Sports, Babacar, tu dois savoir que un ministre des Sports qui est là sans activité sportive, il n'est pas content. Donc, on ne prend pas certaines décisions de gaieté de cœur, mais on agit avec responsabilité parce que notre mission, c'est protéger les acteurs. Tant que les conditions ne sont pas réunies pour les protéger, il ne faut pas nous lancer dans ces types d'organisations. Autre sport impacté, sport populaire, la lutte traditionnelle. C'est l'un des sports qui a le plus souffert de cette... C'est tout le sport qui est... Tout le sport, il n'y a pas de discipline qui n'est pas impactée. Il y a des disciplines... Maintenant... Je donne l'exemple de la lutte parce que c'était déjà une discipline qui commençait à vivre un peu de la crise de façon globale, crise financière surtout. Mais le Covid n'arrange pas les choses. Non, mais c'est sous cet angle-là. Mais si vous voyez ce qui est programmé pour l'année prochaine, il y a une bouffée d'oxygène avec l'arrivée du Don King, Gaston Beng, avec Sénégal Entertainment, je pense, Group chez vous. Il y a de l'espoir. Cela veut dire qu'on peut rebondir et nous sommes en train d'y travailler. Je pense qu'un groupe comme vous, vous êtes dans l'événementiel. Je pense que vous pouvez accompagner le développement de la lutte parce que s'il y a la présence des sponsors, des grandes sociétés et tout, au-delà de la lutte, d'ailleurs, c'est le sport qui va en bénéficier. Je vais vous dire, au niveau de la lutte, je pense souvent, parce que la lutte n'est pas une discipline, je taquine un peu le président Seydou Diouf, n'est pas le handball. Parce que la lutte, c'est tous les samedis et tous les dimanches, même les vendredis, beaucoup de millions distribués. S'il n'y a plus d'organisation de ces manifestations, forcément, l'impact est beaucoup plus visible. D'ailleurs, c'est pourquoi je pense toujours aux promoteurs de lutte qui avaient un programme, chacun avait un programme déposé au niveau du CNG jusqu'à fin juillet. Fin juillet coïncide avec la fin de la saison. C'est pourquoi le travail qu'on est en train de faire au niveau de notre ministère, parce qu'en réalité, la gestion du sport sénégalais montre que ce qu'on fait avec le force Covid, le ministère des Sports vit dans cela tous les jours et tous les ans. Parce que le seul bailleur de fonds du sport sénégalais, c'est l'État du Sénégal. On n'a pas vu l'État du Sénégal assister les sports pendant cette crise. C'est cela que je veux vous expliquer. La culture et d'autres entités du pays ont reçu de l'aide du gouvernement. Écoutez, c'est cela que je veux vous expliquer. Je pense que ce n'est pas tous les jours, quand on organise un concert, qu'on a l'appui, une subvention de l'État. Mais vous savez que quand il y a une organisation, au niveau international, tout est pris en charge par l'État. Et il y a des fédérations qui reçoivent des subventions tous les ans parce qu'il y a une ligne subvention pour accompagner la promotion de certaines disciplines. Donc nous vivons dans l'appui permanent des fédérations et du sport sénégalais. Donc quand il y a une exception, cette pandémie-là, nous n'avons pas croisé les bras. Mais nous ne pouvons pas agir de la même manière que les autres secteurs qui n'étaient pas dans ça. C'est pourquoi nous avons travaillé avec le ministère de l'économie et des finances sur autorisation, bien sûr, sur instruction du président Macky Sall, pour renforcer la ligne subvention et accompagner le secteur des sports. Et si vous allez au niveau de la direction de l'administration générale et de l'équipement, vous verrez que les fédérations sont en train de déposer leur demande de subvention et chaque fédération sera accompagnée parce qu'on a une ligne qui est renforcée, qui permet d'accompagner le football professionnel, le football amateur, le handball, et toutes les disciplines, parce que nous sommes presque 59 fédérations et groupements sportifs. Sur les subventions estimées globalement à combien? Vous savez, notre ligne est à 1,3 milliard. Tout dépendra. Quand on demande une subvention, parce qu'il y a une différence avec le force Covid, ça n'a rien à voir. Parce que quand on demande une subvention, nous voulons continuer dans la gestion normale de nos activités. C'est à l'État, au ministère des Sports, d'analyser la demande et de voir comment accompagner. Mais ce qui est important, il y a des fédérations que tout le monde a besoin d'un appui pour le fonctionnement, parce qu'il n'y a plus d'activité. Mais
Et je vous ai parlé tout de suite des promoteurs, je vous ai parlé tout de suite de la lutte. On ne peut pas fermer les yeux sur le football professionnel. Le football professionnel aussi, qui génère des emplois, on ne peut pas ne pas appuyer la fédération, et à charge de la fédération maintenant de voir comment gérer toute cette question-là. Parce que nous avons délégué des pouvoirs à la fédération, et quand on a un appui qui est extrêmement important, on permet à la fédération d'analyser et de voir comment... 1,3 milliard de francs CFA pour subventionner les fédérations. Ça, c'était avant la crise. Je relance la question. C'est pas avant la crise. Je vais vous dire, la ligne ne dépensait pas 250 millions. Si on arrive jusque-là, c'est qu'on a modifié notre budget pour pouvoir répondre à l'appel de ces fédérations-là qui ont besoin d'être accompagnées. Donc, être accompagné, et ça, on est en train d'analyser et de discuter entre nous pour voir comment appuyer toutes les fédérations, parce qu'on ne voulait pas avoir de fédérations oubliées. Toutes les fédérations et groupements sportifs auront aussi un accompagnement, quelle que soit la somme. De toute façon, ça, c'est extrêmement important, c'est un élan de solidarité, et voilà. On a parlé des ASC tout à l'heure, des Navétanes. Justement, à propos d'associations, on a vu ces derniers jours la naissance de nouvelles organisations, syndicats des entraîneurs, syndicats des joueurs. Ça va changer quoi, à votre avis, dans la vie des sportifs, des footballeurs, pour être précis? Si tout fonctionne normalement, ce que ça va changer, c'est qu'il y aura beaucoup plus de fluidité dans la communication. Parce qu'on ne crée pas un syndicat pour aller se battre, on crée un syndicat pour pouvoir communiquer, échanger, pour avancer. Améliorer la condition Mais c'est ça, parce que si les acteurs ont de meilleures conditions, on a un niveau beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est des instances qui montrent effectivement qu'au niveau du développement de notre football, il n'y a plus de retour en arrière. Il faut avancer parce que pour vivre la dimension économique du football, il faut que tout le monde verse en tout cas la plupart, que le football professionnel soit beaucoup plus développé. Et qu'il y ait une meilleure harmonisation des positions. Et je pense que, comme tu l'as dit, si le dénominateur commun, c'est développer notre football, et je pense que ces instances ne viendront que pour renforcer cette dynamique-là. Ça ne doit pas être des leviers qui vont perturber, effectivement, sinon ça va donner autre chose que ce qui est prévu. Vous avez d'ailleurs participé il y a quelques jours à un séminaire, un webinaire pour être précis, puisque c'était par visioconférence, et cela avait pour thème la reconversion des footballeurs. Comment améliorer l'après-carrière des footballeurs? Le ministère des Sports a-t-il des solutions, des propositions de solutions? Mais bien évidemment, parce que c'est une décision du chef de l'État qui, dans nos missions, en tant que ministère des Sports, on a un point qui parle de reconversion des sportifs de haut niveau. Donc, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas que l'État qui peut régler cette question. C'est pourquoi nous travaillons à organiser prochainement un conseil national sur cela pour que les propositions des uns et des autres soient versées quelque part pour les analyser et trouver la voie. Mais dans ce webinaire, d'ailleurs je félicite et je remercie le professeur Abdoulaye Sakho qui a initié ce grand débat. Et ce qui est ressorti, c'est que nous avons besoin, en tout cas, de pousser les sportifs à aller se former. Il faut aussi allier sport-études dès le bas âge pour que, quand on veut devenir entraîneur, qu'on ait les diplômes pour le devenir. Il ne faut pas attendre la fin de sa carrière, quelles que soient ses performances, quelle que soit sa popularité, pour dire que je dois être le patron de l'équipe nationale du Sénégal. Quand on n'a pas les diplômes qu'il faut, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avions invité Alioune Cissé, qui a subi sa formation avant la fin de sa carrière. Et il faut aussi pointer du doigt la responsabilité individuelle. Parce que quand on gagne des milliards, on doit penser à demain. Il ne faut pas fermer les yeux, être là dans le football, la tête entre deux guidons, avancer. Il faut penser que la carrière d'un joueur ou bien d'un athlète, ça ne dépasse pas 30 ans. J'extrapole pour le dire. Ça ne dépasse pas même 15 ans ou bien 20 ans. Mais quand on est performant et on gagne de l'argent, on doit passer à demain et des investissements personnels. Et maintenant, il faut qu'on crée
tout ce qu'il faut, les instruments qu'il faut pour permettre à ces gens-là de revenir dans ce pays et investir. D'ailleurs, ce problème a été posé par le comité olympique parce que on peut faire sa carrière après sa carrière, on peut faire sa reconversion dans son pays ou ailleurs. Mais nous encourageons les athlètes qui reviennent à la maison. Parce que s'ils réussissent au niveau de ce pays-là, ils vont recruter d'autres personnes. Ça va créer de l'emploi et ça peut être un exemple important. Un exemple important pour que ceux qui pensent que le sport est un jeu, qu'ils puissent penser aussi qu'il y a une dimension participer aussi à la formation. Participer aussi à la formation. Oui, la formation. D'ailleurs, on encourage le professeur Saho qui a créé ce master en management du sport. Parce que il faut que les instruments qui permettent à ces gens-là de ne pas être qu'entraîneurs, il faut diversifier les offres de formation et permettre en tout cas aux gens, surtout les métiers liés au sport et tout cela, qu'il y ait un éventail des possibilités pour nos jeunes sportifs. Et c'est extrêmement important de penser à la reconversion parce que ça ne sert à rien. Ça permet aux gens qui ne croient pas au sport d'avoir les arguments nécessaires. Si on voit des gens jouer et après 40 ans, ils reviennent au Sénégal, ils ne parviennent pas à assurer la dépense quotidienne, personne n'aura envie d'envoyer son enfant faire du sport. Mais si on assure la reconversion, sûrement ça va participer à faire la promotion du sport et qui est extrêmement important dans la vie économique et sociale de tous les pays. Matar Ba, l'invité du grand jury de RFM ce dimanche, ministre des Sports, maire de Fatick, membre de la direction de l'APR, le parti présidentiel. L'actualité politique, d'abord l'actualité de votre parti, la dernière grosse actualité de l'APR, c'est l'exclusion de Moustapha Cissé Lo après les épisodes sur les réseaux sociaux que l'on connaît. Votre position, c'est celle du parti où vous auriez souhaité une sanction, parce qu'il a été exclu, une sanction moins dure, moins sévère. Vous savez, j'ai toujours dit que je suis un militant très discipliné. Un militant discipliné, il ne peut pas ramer à contre-courant des décisions de son parti. Ce que je regrette maintenant en tant que citoyen, c'est le choc que les Sénégalais ont reçu. Parce qu'en réalité, faire de la politique déjà est mal vu dans ce pays, parce qu'ils ont l'habitude de dire le politicien c'est celui qui ne dit pas la vérité, c'est celui qui est insolent, etc. Et si ces choses se passent, ça peut donner raison à ces gens-là. Par contre, la majeure partie de ceux qui font de la politique, c'est des gens qui aiment leur pays et qui ont une bonne conduite. Et c'est ceux qui méritent d'être vendus. Donc il n'y a que ça que je regrette, mais en politique, quand il y a des textes, c'est parce que tout est prévu. Tout comportement est prévu. C'est pourquoi il y a des textes, il y a des sanctions qui sont prévues. Mais si on enfreint les textes et que la sanction tombe, il faut le comprendre comme ça. Mais ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est que nous avons un président de la République qui est là, qui est un modèle de discipline, d'homme engagé pour son pays, et qui le fait avec sérénité, avec respect. Quand on a un leader comme ça, nous tous, nous devons faire des efforts pour tirer dans le même sens que lui. Babacar, tous les jours, tous les actes qu'on pose devraient être en conformité avec la conduite indiquée par le chef de l'État. Vous dites que l'opinion a été choquée par ce qu'on a entendu, ces échanges. La même personne sanctionnée, exclue de l'APR, a tenu les propos quasi similaires à l'endroit d'un opposant, Ousmane Sonko. Vous n'aviez pas, vous, APR, la même réaction. On ne peut pas comparer deux choses qui ne vont pas de pair. Vous m'avez parlé de notre parti, ce parti me concerne en tant que Matar Ba. Le combat entre politiciens, opposants et autre chose, on ne m'avait pas posé la question, mais moi je ne suis pas une personne qui peut cautionner ces mots durs-là parce que ça ne fait pas partie de notre éducation. On peut avoir des positions de principe, les défendre avec rigueur et engagement, mais avec discipline, avec respect, surtout pour les Sénégalais qui nous écoutent et qui nous donnent leur voix pour qu'on soit devant et qu'on conduise avec le chef de l'État qui est en tête le développement de ce pays. Donc, ce respect-là, tous ceux qui prennent la parole
je ne parle même pas des politiciens, tous ceux qui peuvent se faire entendre doivent penser à ces Sénégalais qui sont restés tranquilles et qui, sans eux, on ne serait rien. Ce respect-là, on doit en tout cas y penser pour peser ce qu'on doit dire, les mots qu'on doit utiliser. Moi, je pense que injurier quelqu'un, ou bien taper dur sur quelqu'un, ou bien dire des mots incorrects à l'endroit de quelqu'un, ça ne rapporte absolument rien. Il se pose quand même la question de la démocratie au sein de votre parti, l'APR. Je donne l'exemple du limogeage de Sori Kaba, l'un de vos rivaux à Fatick, après son passage dans cette émission, le grand jury de RFM, où il a commenté le débat sur les mandats présidentiels. La démocratie à l'APR, apparemment, on ne connaît pas. On n'a pas la même perception de la démocratie. Si vous pensez que la démocratie, c'est chacun a le droit de dire ce qu'il veut sans penser à l'autre, je ne pense pas que c'est cela la démocratie. Quand on est dans un parti, le premier acte démocratique à poser, c'est respecter les chartes de ce parti. Quand on prend la parole dans une organisation, il faut s'inscrire dans la dynamique indiquée par cette organisation. Tout ce qui est régi par des textes et que les textes sont appliqués, personne ne peut me démontrer qu'il y a absence de démocratie. Maintenant, chacun utilise la démocratie comme il veut, mais la démocratie aussi, ce n'est pas de l'anarchie. Si chacun fait ce qu'il veut, prétextant que c'est de la démocratie, il y aura de l'anarchie. Si on va avoir de l'ordre, il y a un respect, il y a un référentiel, il y a quelque chose qu'il faudra viser pour équilibrer nos actes et nos paroles. Le débat sur les mandats présidentiels, Matarba. Mais le débat, moi, j'en ai déjà parlé. On ne peut pas être au service de ce pays-là après une élection et parler de mandat. Moi, je suis là, en tout cas au service de la population ayant la confiance du chef de l'État, le président Macky Sall. Et tous les jours, je travaille pour gagner cette confiance. Justement, on vous voit sur le terrain et même hors Fatick. Ouais, mais bien sûr. Vous faites ça pourquoi Je le fais parce que ce que j'ai compris de ma mission aux côtés du chef de l'État, en tant que ministre, c'est être au service des sportifs, mais en tant que homme politique, c'est aller partout pour apporter la voix du chef de l'État, voir les problèmes dans ce pays. En perspective de 2024 ? Mais ce n'est pas une question de... Parce qu'en réalité, quand on est au service d'une population, on n'a pas de date limite. On est au service de la population. On le fait sans penser à 2024 ou 2045. Ça n'a pas de sens. Dès qu'on a un horizon comme ça, on cesse d'être engagé. Parce que l'engagement doit être un engagement qui est fort, mais un engagement sans gain qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est la paix au Sénégal, c'est de bonnes conditions qui doivent être, les bonnes conditions qui doivent être réunies pour les populations. Donc, si vous me voyez faire le tour du pays, c'est pas tenir des meetings politiques, mais je rencontre Babacar Fall, qui était peut-être dans des difficultés qu'on peut régler sans que le président ne soit au courant. Il faut le régler, parce que le président de la République ne peut pas être partout. Les Sénégalais l'ont élu et il a confiance à certains, il a donné des pouvoirs à certains. Et c'est à nous d'aller vers les populations et de voir comment suppléer le président dans sa mission, essayer de trouver des solutions, parce qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées sans les remonter au niveau du chef de l'État. Donc c'est ce qui nous... C'est parce qu'aussi vous n'avez plus de Premier ministre, ça a aussi l'impact sur le travail du gouvernement, il est flagrant pour certains. Moi je ne suis pas très d'accord avec ceux qui pensent comme ça. Mais le président de la République, il a été directeur général, ministre plusieurs fois, président de l'Assemblée nationale, il a été Premier ministre, président de la République. Après 7 ans, s'il juge nécessaire de ne pas avoir de Premier ministre, ce n'est pas un Matarba qui va juger, qui va dire le contraire. Il sait ce qu'il fait. Moi, je veux que les Sénégalais comprennent que le chef de l'État, le président Macky Sall, il a habitué les Sénégalais à assumer ses positions, et des positions payantes
depuis qu'il fait de la politique, depuis qu'il est dans les affaires, tous les actes qu'il pose, c'est des actes extrêmement importants. Il n'est pas président, peut se tromper. Mais je n'ai pas dit qu'il ne peut pas se tromper. Un humain peut se tromper. Mais dans ce qu'on est en train de dire, personne ne peut me convaincre qu'il s'est trompé. Il sait ce qu'il fait. Il faut lui faire confiance. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, les commentaires dans la rue et les experts, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Mais en réalité, le chef de l'État avance sûrement avec les Sénégalais pour le développement économique et social de ce pays. Et il y a des avancées notoires qu'on pourrait lister. On pourrait passer des journées à parler de tout ce que le président de la République a fait depuis qu'il est là. On agite l'idée d'un remaniement ministériel qui serait imminent. Voudriez-vous changer de poste, Matarba, ou bien vous préférez rester à la tête du ministère des Sports que vous occupez depuis 2014, depuis 6 ans? Vous me posez la question, c'est comme si j'avais choisi d'être ministre des Sports. Moi, je n'ai pas choisi d'être ministre des Sports. Je suis avec un président de la République qui juge là où je peux être utile. Et je serai présent avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination pour qu'il réussisse sa mission. Vous n'avez pas des envies d'ailleurs? Mais vous savez, ce serait indécent même de ma part de parler de cela. Je le réitère, le chef de l'État, le président Macky Sall est mon leader. C'est lui mon modèle. Et en réalité, là où il pense que je peux être efficace à ses côtés, je serai très fier d'être là-bas et de travailler avec beaucoup d'engagement, comme je l'ai dit. Le gouvernement, l'opinion attend des explications sur l'affaire présentée comme un scandale, l'affaire des gazelles Oryx, qui implique votre collègue Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement, et d'autres ministres, si on en croit la presse de cette fin de semaine. Vous en pensez quoi de cette affaire? Vous savez, je vais pas aller loin dans cette affaire-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils réagissent, ils convoquent déjà des textes. D'autres parlent de problèmes de... Comment ils l'appellent, parce qu'il y a une expression... Conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts et tout cela. Moi, je pense que nous sommes dans un pays organisé. Ceux qui pensent qu'il y a des textes qui l'interdisent, et les textes sont là. En tout cas, le ministre pense que ce n'est pas cela. Il n'a pas acheté, il n'a pas... etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que quand on est dans un pays, c'est comme dans une fédération ou bien tout est géré par des lois et règlements. Je pense qu'il ne faut pas en faire un tollé. Ceux qui parlent, ceux qui réclament, pensent qu'ils sont dans le droit. Et lui, il pense qu'il n'a pas fauté. Et le reste, maintenant, le temps... C'est là qu'on attendait le président de la République. C'est une question sérieuse. Mais vous pensez que le président... La protection d'espèces protégées, déjà. Le chef de l'État, c'est le premier à engager ce combat-là. Pour ceux qui coupent ceux qui détruisent nos forêts, ceux qui renforcent les parcs. Vous avez vu, il a donné 10 hectares. Je rappelle que 2 de ces gazelles sont mortes lors de leur transfert de Ranérou-Ferlo. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, Babacar, parce que moi, je veux, quand j'avance des choses, que je les maîtrise. L'auriez-vous fait, l'auriez-vous fait, Matarba? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas ministre de l'Environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette affaire-là, le chef de l'État ne peut pas être interpellé comme ça. Il gère un gouvernement. S'il y a un problème, s'il parle au ministre de l'Environnement, moi je ne suis pas là-bas. S'il ne lui parle pas, je ne peux pas le dire. Mais ce qui est important, c'est que le chef de l'État, sa détermination pour la préservation de l'environnement, la protection de la faune et de nos forêts, personne ne peut dire, en tout cas, que c'est un président qui a délaissé ces questions-là. Il a mis beaucoup d'énergie pour cela. Je vais vous poser la question autrement. Vous, ministre des Sports, seriez-vous parti au stade Léopold de Sédar Senghor, prendre une partie de la pelouse et installer chez vous? Mais de toute façon, un ministre des Sports, il fait son travail en tout cas en se basant sur des paramètres bien déterminés. Ce n'est pas un Matarba qui te dira, parce que ce que tu veux me faire dire, Babacar, je suis assez intelligent pour le comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'un ministre est au service des acteurs avec qui il travaille. Ça, c'est le travail d'un ministre. Maintenant, le reste,
je préfère en tout cas ne pas en parler en tout cas davantage parce que c'est des choses que je ne maîtrise pas en réalité. Votre région natale, Fatick, elle est frontalière avec le département de Mbour, ce qui nous amène à parler de l'affaire Sedima Djilakh Ndengler. Votre opinion sur cette polémique? Mais c'est une polémique qui est là parce qu'il faut savoir qu'il y a un titre foncier, il y a aussi les populations. Moi qui suis né à Diakhao dans un village, je sais le rôle de la terre et l'importance accordée à la terre. Maintenant, il faut dire que aussi quand il y a un titre foncier, il y a un processus pour arriver à... Il y a d'abord la délibération délivrée par la municipalité. Ça part de là. Quand je parle de processus, je veux dire que la dernière signature n'est pas ce qui est importante. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas tous ces éléments-là au niveau de ce processus, de cette chaîne, il n'y aura pas de signature. Donc, les premiers à être interpellés, c'est ceux qui ont délibéré. Mais ce qu'il faut comprendre aussi... Vous êtes maire, Matarba. Mais je suis maire. Auriez-vous fait cette délibération de 300 hectares pour une société commerciale, un homme d'affaires? Vous savez, nous, maires, on doit faire très attention. Heureusement, à Fatick, il n'y a pas 300 hectares à donner. C'est pourquoi je ferai l'économie de la réponse que je dois donner. On n'a pas cela. Mais les maires doivent faire très attention avec le foncier et ne pas donner comme ça sans une telle superficie. Ça, c'est les maires qui, aujourd'hui, gèrent des collectivités territoriales. Et ces collectivités territoriales, c'est un prolongement de l'État. On doit tout faire pour que le climat social au niveau de la base soit un climat apaisé. Et qui veut apaiser le climat au niveau de la base fera attention aux fonciers. C'est extrêmement important. Parce qu'ils ont besoin de vivre. Et il faut trouver la terre pour pouvoir le faire. Donc, pour aider le gouvernement, pour aider les chefs de l'État, puisque nous sommes prolongement de l'État, en tout cas, j'interpelle l'ensemble de mes collègues pour qu'on fasse beaucoup plus attention à l'attribution des terres, surtout ces grandes surfaces. Maintenant, il y a des démarches de conciliation qui ont été lancées par des collègues et nous prions pour que ça aboutisse, pour que Babacar Ngom aussi, qui est un Sénégalais, qui travaille dans l'agroalimentaire, que nous tous, nous sachions que nous sommes tous des Sénégalais. Et si on vise la paix sociale et le développement, on pourra s'entendre. C'est cet appel que je peux lancer à tout le monde, toutes les parties, pour qu'une oreille attentive soit donnée aux conciliateurs et que nous tous, que chacun œuvre pour la paix sociale, parce qu'on gagnerait pas de développement, on n'aurait pas de développement, on n'aura pas de nourriture s'il n'y a pas de paix. S'il faut penser à aller aux champs parce qu'il y a la paix. Donc il n'y a rien qui peut encourager les uns et les autres à faire de sorte qu'il n'y ait pas de paix dans ce secteur-là. Une dernière question, sport. Vous confirmez le départ d'Alioune Sarr à la tête du CNG de lutte en octobre? Si je dois confirmer, c'est parce que je l'ai dit une fois. Je n'ai jamais parlé de départ d'Alioune Sarr. J'ai toujours dit qu'actuellement, avec cette pandémie, Alioune Sarr est un médecin qui doit être occupé pour sauver des vies. On n'est pas à la fin de la saison. Je ne vais pas parler de ça. Mais ce qui est sûr et certain, quand on est ministre aussi, et quand tout le monde parle, on écoute. Maintenant, la décision qui revient à l'autorité, cette décision, elle sera prise, basée sur les paramètres de l'heure. Est-ce que vous réfléchissez déjà sur des profils pour remplacer Alioune Sarr? Mais il n'y a pas de réfléchir. Moi, ce que je fais, c'est que comment accompagner les sportifs, comment faire pour que la saison de lutte se termine. Ça proteste. Et quand le mandat se termine, quelle que soit la personnalité qui est à la tête de l'organisation, si ça dépend du ministre pour le changer, à ce moment-là, le profil est cherché. Si le profil rejoint la personnalité qui était là-bas, il est reconduit. Si le profil change, si nos ambitions changent, la personne peut être changée. Donc, il n'y a pas de garantie pour aucun président. Est-ce qu'un ancien lutteur peut devenir... est-ce que vous pourriez être amené à nommer un ancien lutteur président du CNG? Mais je ne peux pas répondre à cette question parce que quand il s'agira de nommer, il y a des critères.
Si un ancien lutteur remplit les critères nécessaires pour gérer une organisation pareille, qui ne s'arrête pas au Sénégal. Parce que je vais vous rappeler une chose. Parce que la lutte aussi, ce n'est pas qu'au Sénégal. On est dans une organisation internationale qui est chargée de la lutte. Au niveau africain aussi, on est là-bas. Il y a un certain background extrêmement important et là, il faut l'avoir pour pouvoir l'être. Donc, les lutteurs aussi, c'est des intellectuels. On a d'anciens champions de lutte. On a d'anciens champions qui sont des intellectuels, qui sont d'autres, qui peuvent défendre l'image du Sénégal partout, qui peuvent porter le développement de la lutte. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas maintenant que j'en parle. Et quand il s'agira d'y aller, comme je le fais tout le temps, parce que moi, je n'ai pas une démarche solitaire. Alors, moi, ma démarche, elle est globale, je parle à tout le monde. Ça proteste de toutes parts contre Alioune Sarr. Il y en a qui ne disent pas la même chose. Lutteurs en activité comme lutteurs à la retraite, Yahya Diop Yekini, c'est vous-même qui l'avez coopté, qui l'avait mis dans ce comité national de gestion de la lutte. Aujourd'hui, il se dresse contre Alioune Sarr. Ça vous a surpris, ça vous déçoit? Il a donné sa position, mais j'aurais aimé, quand on est une personnalité cooptée, avant la fin de ce mandat, quand on a des difficultés, on revient voir l'autorité pour dire que je ne peux plus être dans ça. Mais j'ai appris à travers la presse et c'est à la limite un peu regrettable. Même si je respecte sa position. Déçu de l'attitude de Yekini? Je ne suis pas déçu, je suis surpris parce que quand on a confiance en quelqu'un, on aimerait le voir communiquer et informer l'autorité quand ça ne va pas. Et même quand ça va, on peut parler à l'autorité. Mais à travers la presse, j'entends, et voilà, tout le monde parle. Il y en a qui défendent à l'une, il y en a qui ne le défendent pas. Mais nous ne basons pas nos choix par rapport à ça. On a une mission de développement de la lutte. On fait confiance en se basant sur des critères de l'homme d'abord et sur d'autres paramètres que je ne vais pas étaler ici. Mais ce qui est important, c'est que notre mission, c'est le développement de la lutte. Et on ne peut pas faire le développement de la lutte quand il y a beaucoup de bruit et quand tout le monde parle, quand tout le monde combat. Mais dans tout choix, il faut éviter qu'il y ait un précédent. Il y a aussi un remue-ménage dans le basket avec l'affaire Baba Tandian, néo-président du Saint-Louis Basket Club, qui dit rester président du SLBC malgré la suspension de 3 ans maintenant, parce que ça a été réduit de 10 à 3 ans, que lui a infligé la fédération de basket. Il dit avoir déposé un recours auprès de vous. Vous donnez quelle suite à son recours? Vous savez, les recours, c'est pas. On peut informer le ministère des Sports quand on enfreint les textes et les lois de ce pays. Mais en réalité, quand on n'est pas d'accord, parce qu'il y a une décision fédérale, il y a d'autres canaux pour déposer des recours au Sénégal et ailleurs, parce que les instances sont interconnectées. Le recours de Baba Tandian est irrecevable pour le ministre des Sports que vous êtes. Mais tout Sénégalais qui nous envoie une note, on l'étudie. Mais ce qui est important, c'est que si aujourd'hui je prenais une décision à la place de la fédération, c'est les Sénégalais qui diront qu'il y a ingérence. Pourquoi on donne une délégation de pouvoir et on décide à la place? On les surveille. On est en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire. C'est arrivé que le ministre agisse sur le fonctionnement des fédérations. Mais toutes les décisions de l'État à la place des fédérations, l'aboutissement, c'est le retrait de la délégation de pouvoir, en réalité. Beaucoup de choses, c'est comme ça. Parce que l'État est toujours avec les fédérations. Il y a un travail souterrain, un travail qui est en train d'être fait avec les fédérations. Mais il y a une limite. Parce que quand il y a des décisions d'instances habilitées à le faire, nous, on encadre, on voit. Mais celui qui n'est pas d'accord, il y a d'autres voies et moyens pour arriver en tout cas à corriger ce qui a été fait. L'idée de co-organiser une CAN de football avec la Guinée-Conakry est-elle toujours d'actualité pour l'État sénégalais? Ça n'a jamais été une actualité parce que ça n'a jamais été une position d'État. C'était 2 fédérations, c'est des associations qui font des propositions. Je pense que c'est avec le président Senghor et son homologue. Mais ça n'a jamais été une position d'État. C'est pourquoi j'ai été surpris de voir mon collègue de la Guinée parler de refus, etc. Je regrette, ça n'a jamais été une position d'État. Est-ce que l'idée intéresse l'État sénégalais, le gouvernement sénégalais? Non, pour le moment, nous sommes dans ce combat contre la pandémie. Nous sommes en train de nous battre pour relever le niveau de notre sport. On n'est pas encore là. Ce n'est pas un cas qu'on doit étudier pour le moment pour donner de position. Matar
Matarba, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le ministre des Sports, maire de Fatick. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous, les programmes continuent. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury sur RFM. Mi te kan hamrayitin